Il existe un insecte qui vole vers les incendies. Pas par accident. Pas parce qu'il est perdu. Il les cherche. Il a, sur la poitrine, 2 organes minuscules capables de sentir la chaleur d'une forêt en flammes à des dizaines de kilomètres. Et quand il la sent, il fonce. Droit dans la fumée. Là où tout ce qui est vivant s'enfuit, lui arrive. Parce que pour lui, un incendie n'est pas une catastrophe. C'est un rendez-vous. Aujourd'hui, on regarde le feu autrement. Pas comme une destruction, mais comme un événement du vivant. Parce qu'il existe, autour de nous, en Méditerranée, en Provence, dans les Landes, toute une famille d'espèces qui ne survivent pas au feu par hasard. Elles l'attendent. Certaines ne peuvent même pas se reproduire sans lui. Cette histoire. Et à la fin, la mauvaise nouvelle. Ce contrat vieux de millions d'années est en train de se briser sous nos yeux. 1. Le buprestre du feu. Son nom scientifique, Melanophylla acuminata. Un petit coléoptère noir, 1 centimètre à peine, que tu as peut-être déjà écrasé sans le voir. Sous ses pattes avant, il porte 2 petites fossettes. À l'intérieur, une 60aine de capsules remplies de liquide. Quand un rayonnement infrarouge les frappe, le liquide se dilate et il presse une cellule nerveuse. C'est un capteur de chaleur. Un vrai. Un des plus sensibles connus dans le règne animal. Ce détecteur est tellement performant que des ingénieurs l'étudient pour fabriquer de meilleurs capteurs infrarouges. Un insecte fait, avec une goutte de liquide, ce que nous faisons avec de l'électronique refroidie. Mais pourquoi? Pourquoi aller vers le feu? Parce que ces larves ont besoin de bois mort. Et pas n'importe lequel. Du bois qui vient de brûler. Un arbre vivant se défend. Il produit de la résine, des composés toxiques, il noie les larves qui essaient de le creuser. Un arbre qui vient de passer au feu n'a plus aucune de ses défenses. Il est ouvert, sans résistance, et personne d'autre n'est encore arrivé. Alors le buprestre arrive pendant que les braises fument encore. Les mâles et les femelles se retrouvent sur le tronc chaud. Ils s'accouplent là, dans la cendre. Et elles pondent sous l'écorce carbonisée. Pour cette espèce, un incendie n'est pas la fin du monde. C'est le seul endroit au monde où faire des petits. 2. Le pin d'Alep. Celui-là, tu le connais. C'est l'arbre du sud, celui des collines sèches, des garrigues, des bords de route en Provence et en Espagne. Celui qui brûle dans presque tous les reportages que tu as vus cet été. Regarde ces pommes de pin. Beaucoup restent fermées, accrochées à la branche, parfois pendant des années. Elles ne s'ouvrent pas en automne comme celles d'un sapin. Elles sont collées, scellées par de la résine durcie. Cette résine fond vers 50, 60 degrés. Tu vois où on va. La chaleur d'un incendie passe, la résine ramollit, les écailles s'écartent, et des milliers de graines tombent sur un sol qui vient d'être nettoyé, débarrassé de toute concurrence et couvert de cendres pleines de minéraux. Ce mécanisme a un nom, la sérotinie. L'arbre garde sa banque de graines fermée à clé, en hauteur, à l'abri des rongeurs, et le feu est la clé. Autrement dit, ce pin ne subit pas l'incendie. Il s'en sert pour se semer. Les images d'une colline noire de pin brûlé sont terribles à regarder. Et pourtant, dans beaucoup de cas, sous cette cendre, la génération suivante vient d'être plantée par le feu lui-même. 3. Le cyste. Cette petite plante de garrigue aux fleurs froissées, blanches ou roses, qui a l'air d'un coquelicot fragile. Ces graines ont une enveloppe extrêmement dure et imperméable. Tellement dure que l'eau ne rentre pas. Tu peux les arroser des années, elles ne germent pas. Elles peuvent attendre dans le sol des décennies, intactes. Ce qui casse cette enveloppe, c'est un choc thermique. Quelques secondes à des températures élevées, comme celle que produit un feu qui passe vite en surface. La coque se fissure, l'eau peut enfin entrer, et la graine se réveille. C'est pour ça qu'après un incendie en Méditerranée, quelques mois plus tard, la colline noire se couvre parfois d'un tapis de fleurs. Ce n'est pas un miracle. Ce sont des graines qui attendaient sous terre, parfois depuis 20 ou 30 ans, le signal qu'elles étaient programmées à reconnaître. 4. Et maintenant, le plus troublant. Parce que la chaleur,
ce n'est pas le seul signal. Il y a la fumée. Des chercheurs ont remarqué que certaines graines germaient après un feu même quand elles n'avaient pas été chauffées. Quelque chose d'autre les réveillait. Ils ont fait passer de la fumée dans de l'eau, puis arrosé des graines avec cette eau. Elles ont germé. Il a fallu des années pour isoler la molécule responsable. On l'a appelée la carichine. Elle se forme quand la cellulose, la matière des plantes, brûle. Elle est donc présente dans la fumée de n'importe quelle végétation qui se consume. Elle tombe avec les cendres, s'infiltre dans le sol, atteint les graines enfouies. Et voici le point extraordinaire. Ces graines possèdent un récepteur pour cette molécule. Une protéine dont la fonction est de la reconnaître. Ce n'est pas un accident chimique. C'est un système de détection dédié. Ces plantes sentent la fumée. Elles ont, au sens propre, un sens qui ne sert qu'à ça, savoir qu'un incendie vient de passer et que le moment est venu de sortir. 5. Le séquoia géant. Le plus grand être vivant de la planète, en Californie. 3000 ans, 80 mètres de haut. Et lui aussi, il attend le feu. 2 raisons. D'abord ses cônes. Eux aussi restent fermés pendant des années, et la chaleur les fait s'ouvrir. Ensuite, et c'est peut-être plus important, le sol. Une graine de séquoia est minuscule, à peu près comme un flocon d'avoine. Quand elle tombe sur un tapis épais d'aiguilles et de débris accumulés, elle n'atteint jamais la terre. Elle ne germe pas. Il lui faut un sol nu, minéral. C'est exactement ce que produit un feu de faible intensité qui court au ras du sol et nettoie tout ce qui traîne. Et l'arbre adulte, lui, il a une écorce qui peut dépasser 60 cm d'épaisseur, presque sans résine, très mauvaise conductrice de chaleur. Un gilet pare-feu. Les flammes passent, l'écorce noircit, l'arbre continue. Ces géants ne sont pas vieux malgré les incendies. Ils sont vieux parce qu'ils ont traversé des centaines d'incendies qui, à chaque passage, ont éliminé leurs concurrents et préparé le sol pour leurs enfants. 6. Et les animaux? Beaucoup ne fuient pas. Ils descendent. Un terrier de 30 cm suffit souvent à passer un feu de surface, parce que la terre est un isolant remarquable. En profondeur, la température bouge à peine pendant que la surface est à des centaines de degrés. Et juste après, une autre vague arrive. Des oiseaux viennent chasser les insectes qui fuient devant les flammes. D'autres arrivent quelques jours plus tard, sur les troncs morts, pour les larves. Puis les pics, qui creusent dans le bois brûlé et laissent des cavités où d'autres espèces viendront nicher pendant 20 ans. Une forêt qui vient de brûler n'est pas un désert. C'est un habitat particulier, riche, temporaire, avec ses spécialistes qui n'existent nulle part ailleurs. 7. Et c'est là que ça se gâte. Tout ce que je viens de te raconter repose sur un accord ancien, avec des conditions précises. Un feu qui passe assez souvent pour nettoyer, mais pas trop souvent. Assez chaud pour ouvrir les cônes, mais pas assez pour tout stériliser. Ces conditions sont en train de changer. Prends le pin d'Alep. Il lui faut à peu près une dizaine d'années pour produire ses premiers cônes remplis de graines. Si le même versant rebrûle au bout de 6 ou 7 ans, les jeunes pins meurent avant d'avoir constitué leur banque de graines. Il n'y a plus rien à ouvrir. La forêt ne revient pas, elle est remplacée par des broussailles qui brûlent plus facilement, ce qui raccourcit encore le délai. Et l'intensité. Un méga-feu ne se contente pas de courir en surface. Il monte dans les cimes, il brûle plus longtemps, plus chaud, il stérilise le sol en profondeur, il tue des graines qui auraient dû survivre. Même l'écorce du séquoia, ce blindage de 3000 ans, ne suffit plus dans certains incendies récents. Voilà la vraie histoire. Le problème n'est pas que la forêt brûle. Elle a toujours brûlé, et une partie du vivant s'est construite autour de ça. Le problème, c'est qu'on est en train de changer les règles d'un jeu auquel ces espèces jouent depuis des millions d'années. Elles ont un mécanisme magnifique, réglé au degré près, pour transformer une catastrophe en opportunité. Et ce mécanisme a une limite. La prochaine fois que tu verras une colline noire à la télévision, souviens-toi qu'il y a, sous cette cendre, des graines qui viennent de recevoir exactement le signal qu'elles attendaient, et un petit coléoptère noir qui est déjà arrivé. La question n'est plus de savoir si la nature sait encaisser le feu.
Elle sait. La question, c'est combien de fois et à quelle température? Si tu as appris quelque chose, abonne-toi. Ici, on décortique le vivant, une question à la fois.